Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Marie-Hélène Rudel pour nous parler de son livre, parler autour de son livre, intitulé « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir », un roman aux éditions Les Perséides. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Nathalie. Alors, bien évidemment, première question, d'où vient ce titre ? Eh bien, ce titre... Qui ne laisse pas indifférent. Tant mieux. Il faut d'abord que je dise aux auditeurs que je suis une ex-infirmière, que j'ai travaillé 12 ans dans une maison de retraite. Et cette phrase, en fait, a été réellement prononcée par une résidente qui était persuadée que sa mère vivait toujours, comme ça arrive très souvent. Et ces personnes ont tendance à vouloir partir, retrouver le parent qu'ils croient être toujours en vie. Et bien évidemment, ils ont eux-mêmes 90-95 ans, hein, donc vous voyez ce que je veux dire. Et s'ils en sont à croire que leur parent est toujours en vie, c'est qu'ils n'ont plus toutes leurs facultés, qu'ils ne vont pas savoir revenir et retrouver leur chemin, etc. Donc le personnel passe son temps à essayer de les empêcher de s'en aller et à trouver tous les arguments possibles pour les convaincre que mais non, votre maman va bien, enfin tout y passe. C'est souvent la maman plus que le papa. C'est souvent la maman, oui, de fait. Et un jour, bien sûr, rien ne les convainc. Rien ne les convaincra jamais. Parce que bien évidemment, non seulement leur parent est toujours en vie, mais il est malade, il n'a pas à manger, il a besoin d'eux. Enfin, c'est une angoisse terrible. Et un jour, un de mes collègues, qui ne savait plus, qui était complètement à bout d'arguments, a dit « Mais madame, je ne sais même plus qui, mais de toute façon je ne dirai pas le nom, elle est morte, votre maman !» Et cette femme s'est retournée vers lui, mais alors vraiment d'un air, vous savez, choqué, mais outré, et lui a dit « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir !» Et évidemment, on est tous restés complètement sciés. On ne savait pas si on devait... Si on devait rire ou pas. Oui, on avait très envie d'éclater de rire, mais on ne pouvait pas le faire. Une de mes collègues a dit « Il faudrait les noter ». C'est vrai qu'on aurait pu faire des pages entières avec des phrases extraordinaires qui ont été prononcées par les résidents. Et cette phrase m'a paru vraiment très, très, très... révélatrice de ce qu'on vit en maison de retraite. Et elle m'est restée vraiment gravée, je l'ai notée moi, en revenant à la maison. Et voilà, c'est ressorti des années plus tard du coup. Donc ce livre, donc vous n'êtes plus en activité, vous n'exercez plus votre métier d'infirmière. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? C'est un vrai témoignage, témoigner de ce qui se passe en maison de retraite ? Témoigner du métier d'infirmière. Alors, au départ, dès que j'ai quitté la maison de retraite, je me suis dit, à l'image de ma collègue qui avait dit « il faudrait les noter », il faut que je les note. Parce que j'ai vécu pendant 12 ans quand même quelque chose de très difficile, mais de très riche, et fatalement je vais oublier. Je vais au moins oublier les détails, et puis je vais finir par tout oublier. Peut-être, j'espère que non, mais bon. Et puis, le temps a passé, je ne l'ai pas fait. Un jour, je me suis décidée à le faire. Mais comme ça, je veux dire juste, j'ai noté des souvenirs. Et puis, j'ai eu envie, parce que j'aime écrire et que je le fais depuis mon enfance, j'ai eu envie de le mettre en forme. Et ça a été, dans un premier temps, un témoignage. Et puis, dans un deuxième temps, c'est devenu un roman. En fait, voilà, donc ça s'est fait en 3 étapes. Parce que vous avez bien précisé que ce livre est un roman et pas une autobiographie. Oui,
Donc, c'est inspiré de votre vie, j'imagine. Oui. Voilà, on sent la liberté quand même, c'est ce qui permet la liberté de l'écrivain aussi. Ah oui. Mais en roman, quoi. C'est beaucoup plus riche. Alors, il y a énormément, je ne dirais pas quoi, mais il y a énormément de choses vraies. Non, mais y compris dans la vie privée du personnage. Et surtout, alors les personnages de la maison de retraite, les collègues aussi d'ailleurs, aucun n'est... Enfin, j'ai mélangé des personnes pour en faire des personnages. Évidemment, les noms sont complètement changés. Il y a quelques personnages qui sont complètement inventés, mais d'après des choses que j'ai vécues... C'est fortement inspiré. Ah là là, c'est très fortement inspiré. Voilà. Les collègues de la maison de retraite où j'ai travaillé, qui l'ont lu, ont très bien reconnu les personnes. Et souvent, quand elles ne les reconnaissaient pas, c'était justement parce que c'était quelqu'un d'inventé. Ah oui, d'accord. Voilà. Peut-être que c'était parce que c'était elle. Non, non, les gens se reconnaissaient quand même. Si, il y a une collègue qui s'est reconnue. Oui. Ouais. Donc, en fait, en mettant le terme de roman, ça permet aussi, dans le style, dans le procédé narratif, c'est vrai que ça se lit, mais très très bien. C'est absolument pas plombant. Vous avez beaucoup d'affection pour vos résidents. Oui, on le sent. C'était ma principale qualité d'infirmière. Peut-être la seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr. Primordial. Écoute, franchement, je le crois. Mais en tous les cas, voilà, il y a de la distance, mais à la fois, on sent bien que c'est très factuel. Donc, on sent que c'est fortement inspiré de la vie d'une infirmière en maison de retraite ou en EHPAD. Enfin. Alors, à ce niveau-là, c'est plus qu'inspiré. Tout ce que je raconte, de la description des chariots de médicaments au déroulement d'une journée d'infirmière, c'est tout à fait exact. J'ai essayé d'être précise, justement, pour donner une idée aux gens qui n'y sont jamais entrés ou qui sont entrés en tant que famille, mais qui n'ont pas accès à ces choses-là. Ça, par contre, je me suis attachée à être très rigoureuse et très vraie dans ces détails-là. C'est vrai que là, on a vraiment l'impression de rentrer au cœur même du fonctionnement d'une maison de retraite, quoi. C'est ce que j'ai voulu. Donc c'est à double tranchant. Hein. Quand on lit les descriptions que vous en faites, ça ne doit pas toujours être rigolo. Le but n'est pas de donner aux gens envie d'y aller. Hein. Ça, je pense qu'il faut tout faire pour éviter d'y aller. Je ne dis pas en tant que visiteur. Hein. Oui, non, mais bien sûr, en tant que résident. On en reparlera certainement, mais je pense que tout est à inventer. Hein. Il faut trouver autre chose. Vraiment, il faut trouver autre chose. Et d'urgence. Une autre façon de fonctionner, quoi. Ah oui, d'autres sortes de lieux de vie. D'autres sortes de lieux de vie. C'est tel que c'est actuellement. Il y a très peu de gens, il y en a un ou deux dans le bouquin, qui s'en sortent. Pour des raisons liées à leur vie, parce qu'ils ont encore beaucoup de leurs facultés physiques et qui peuvent sortir, voire certains ont encore leur maison. Donc ceux-là peuvent s'en tirer. Mais c'est une infime minorité et la plupart, ils laissent leur âme. C'est leur joie de vivre, totalement. Enfin, à lire le livre, on dirait que le personnel soignant un petit peu aussi, quand même. Le personnel soignant aussi, c'est vrai. Tout à fait. C'est très, très difficile. C'est vraiment un métier très difficile. Nerveusement, moralement, on sent un métier qui vous sollicite énormément, quoi. Ah oui, c'est usant. Hein. C'est complètement usant. Pas forcément plus que dans les autres services. J'ai travaillé dans d'autres services. Hein. Enfin, c'est pas un service, d'ailleurs. On en reparlera aussi de ça. Ça ne devrait pas être médical. Mais bon, ça fait partie d'une carrière d'infirmière. Donc, c'est pour ça que je parle de service. C'est également usant de travailler en réanimation. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on a vraiment pas assez de personnel. C'est tellement bête de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est un lieu commun, quoi. C'est un lieu commun, voilà. C'est pas bête, c'est un lieu commun. Il en faudrait, au bas mot, 2 fois plus. 2 fois plus, quoi. Ça ne serait pas de trop. Et là, vous pourriez conseiller aux gens d'y aller, finalement, après.
s'ils sont bien encadrés, s'ils sont bien pris en charge, le lieu de vie peut être quand même plus agréable parce qu'il y a des personnes pour qui il n'y a pas d'autre alternative que les maisons de retraite, quoi. Pour l'instant, mais elles peuvent être inventées, ces alternatives. Je pense qu'il y a des choses à inventer. Quelqu'un de ma famille a eu la maladie d'Alzheimer, a été d'abord dans une maison de retraite classique, il n'y a pas été heureuse, et a ensuite connu un petit lieu de vie où il n'était que 5 personnes, avec quasiment autant, je crois, de personnel. C'était comme une petite famille. C'était formidable. Alors c'est un peu plus cher. Mais vous voyez, ça existe. Ça existe. Donc c'est possible. Même pour ce profil de résident atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui, c'était le cas. C'était le cas. Justement, plus la personne a des difficultés, plus elle a besoin d'un cadre affectif, parce qu'elle ne peut pas le trouver en elle-même. C'est très très important. Donc le personnel, oui, il en faut beaucoup plus, mais ça ne suffit pas. Si c'est pour avoir 2 fois plus de personnel, mais que on continue par moment d'entrer dans les chambres sans frapper, si les gens continuent d'être dépossédés de leur individualité, s'ils ne sont pas plus respectés, si on ne casse pas ce faramineux pouvoir des soignants, il est faramineux ce pouvoir, dans tous les domaines, hein. C'est pas en maison de retraite, c'est partout. Vous allez chez le médecin, vous n'êtes quasiment plus rien, sauf exception. Il faut que le médecin soit exceptionnel pour que ce soit différent. Donc c'est ça qu'il faut, vous voyez, c'est un changement de société, c'est un changement de mentalité, Et c'est pas non plus un hasard qu'il y a un numéro maltraitance de personnes âgées, quoi. Ah bah oui, sûrement, oui, ça n'est pas un hasard, hein, ça c'est sûr. C'est quand même, sur personnes vulnérables, c'est quand même très courant, même s'il y a pas, tous les scandales ne sortent pas dans la presse, il y en a quand même suffisamment à sortir, quoi. Oui. Oh, il paraît que c'est dans les familles qu'il y a le plus de maltraitance. Oui. Non, mais je le dis parce que quand on pense maltraitance, on pense maison de retraite. Il y en a. Je m'empresse de dire que la maison de retraite où j'étais n'était pas une mauvaise maison de retraite, hein. C'était une maison de retraite normale, quoi. Normale, avec des dysfonctionnements énormes, un personnel qui faisait tout ce qu'il pouvait, et même certains de mes collègues sont toujours des gens extraordinaires. Donc, j'ai pas écrit. Elle est dans la moyenne, quoi. Ah, tout à fait. C'est pas pour dénoncer cette maison de retraite-là. Pas du tout. De toute façon, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. Ah non, mais c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas pour dénoncer une maison de retraite. Ah non. Donc. Bon, bien écoutez, je pense que pour une première présentation, on a fait un petit peu le tour. On y reviendra plus en détail. On a toute la semaine pour y revenir en détail. D'accord. Donc, pour l'instant, on va laisser place à un petit peu de lecture en musique. Et puis, je vous dis à demain. À demain, Nathalie. Marie-Hélène Rudel. Jamais maman ne serait morte sans me prévenir. L'aube, c'est l'heure des prises de sang. J'ouvre les volets de Janine Le Bihan. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va. Oh, vous savez. Oui, je sais. Elle n'a plus guère de plaisir à se réveiller. C'est une femme triste, définitivement. Faire une prise de sang à Janine Le Bihan, c'est un plaisir, ou presque. Ses veines sont très apparentes, gonflée avant même que je ne serre le brassard autour de son bras. Le brassard. Je pourrais presque m'en passer. Elle a des boulevards, comme on dit dans le jargon infirmier. Je pique, flouf, son sang jaillit instantanément dans le tube. Elle n'a rien senti, ou si peu. Si toutes les prises de sang pouvaient être aussi faciles. À tout de suite en salle à manger. La deuxième prise de sang est une toute autre affaire. Gilles Morvan, lui, n'a pas de veine. « Bonjour monsieur,
Bien dormi ? À peu près. Ah, vous venez encore me torturer, dès le matin. Ah là là, mon pauvre, j'en suis malade. Vous cassez pas la tête, allez, j'ai l'habitude. Je suis pas douillet. On va y arriver, à nous deux. Il me tend son bras avec courage. Il se contorsionne pour trouver la position qui me facilitera la tâche. Il participe à son supplice d'une façon touchante. Mais ce qu'il a à m'offrir est affligeant. Si, tout de même, peut-être, avec de la chance, une petite veine, là, en prenant la toute petite aiguille. Je le pique très en douceur. Je m'attends à échouer et, du même coup, je suis très calme. C'est gagné! Le sang coule lentement, mais surtout ne pas bouger d'un millième de millimètre. Le premier tube est maintenant rempli. Je le désadapte de l'aiguille avec prudence. Place au deuxième tube. Hélas, le sang ne coule plus et la veine gonfle comme une baudruche. Elle a claqué. Ne pas céder au découragement. Trouver une autre veine. Recommencer. 10 minutes encore. 10 minutes supplémentaires pour pouvoir poser victorieusement sur mon chariot les 3 tubes demandés par le laboratoire. Je quitte la chambre un peu déprimée. Gilles Morvan ne m'en veut même pas. Eh ben, ça y est, vous voyez bien. Ça n'est pas mon truc, les prises de sang. À 15 ans, on m'a cru malade. Une fois par mois, je passais la matinée à l'hôpital de jour. En quelques heures de rang, on m'y faisait 8 prises de sang avec, à chaque fois, 4 ou 5 tubes à remplir. J'y pensais dès la veille jusqu'à l'obsession. Je partais dans le délire. L'infirmière avait laissé le brassard trop longtemps en place et j'avais des fourmillements jusque dans le bras. Ma veine énorme, archi-gonflée dans le brassard, s'apprêtait à éclater et je la voyais finalement éclater. Je voyais cette grosse plaie sur le bras et le sang partout. Ça ne m'aidait pas. Le moment venu, je posais mes fesses dans le fauteuil comme sur une chaise électrique. J'imaginais que je ne survivrais pas au pincement de l'aiguille traversant ma peau. Je tournais la tête sur le côté pour ne rien voir. J'avais les mains glacées. Si l'on m'avait proposé une anesthésie générale, j'aurais dit oui. Aucune infirmière n'a jamais pu tirer de moi le moindre mot. Je faisais la morte. La morte de trouille. J'en ai parlé à ma médecin. Tu serais moins angoissée si tu pouvais t'allonger pendant les prises de sang ? Je n'ai jamais connu de médecin plus empathique. J'ai pourtant été étonnée que ma peur soit prise au sérieux. Oui, je crois. Gentiment, elle a rajouté sur mon ordonnance les quelques mots précieux qui étaient censés me sauver. À faire en position allongée. Mais le mois suivant, à l'hôpital de jour, j'entendis l'infirmière grommeler à sa collègue. « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Elle s'assiera comme les autres. Ça ira très bien. Quand elle aura passé par tous les problèmes de santé que j'ai eus... » Elle avait lu l'ordonnance d'un air contrarié. Pas question pour elle de changer ses habitudes. Elle avait le pouvoir. Je n'ai pas osé protester. Je me suis assise dans la chaise de torture en tremblant. J'avais peur qu'elle me traite plus mal que s'il n'y avait pas eu ces 5 fichus mots qui me désignaient comme vulnérable. Et au fond de moi, je pensais que, quand même, j'exagérais. J'avais honte. Non, ce n'est pas mon truc, les prises de sang. Ça fait mal et je ne veux pas faire mal aux gens. J'ai beau me répéter que c'est pour leur bien, rien n'y fait. C'est un sacré handicap. Je ne suis pas à ma place dans ce métier. Je voulais danser. Dans les couloirs de la maison de retraite, le soir, les vitres où l'on se reflète deviennent pour moi, le temps de quelques minutes, le miroir d'un studio de danse. Dès que je suis seule, je m'entraîne. Préparation, tours en dehors. J'esquisse des arabesques, je perfectionne ma petite batterie. Sur les rampes qui bordent les couloirs, je pose ma jambe pour quelques exercices de grande souplesse. Mais
J'ai beau tricher avec la réalité. Mon costume blanc et si laid d'infirmière ne ressemble en rien au tutu romantique du lac des Cygnes. Des milliards de kilomètres les séparent. Je voulais danser, je soigne, je simule, je me force. Au moins ici, il y a de l'embauche. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.